Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes là pour vous présenter les 4 parcours de la mention Management d'innovation de l'IAE de Montpellier. Anne-Sophie Caz qui est responsable du parcours e-marketing, Maria-Angèle Ferrero qui est responsable du parcours Management de la transformation digitale et moi-même qui suis co-responsable des parcours création d'entreprises innovantes et management de projets innovants. D'abord un petit mot sur la mention peut-être, et puis chacun des parcours sera décliné. Et puis surtout, nous sommes à l'écoute de vos questions si vous en avez. Alors la mention a quand même un fil rouge qui est très important, c'est bien sûr l'innovation, que l'on entend comme une innovation au sens large, c'est-à-dire tout ce qui améliore l'usage d'un produit ou d'un service et qui améliore une activité est considéré comme une innovation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sociale, marketing, de business model, etc. Ce focus sur l'innovation dans tous les enseignements, finalement, favorise le maillage entre les différents parcours et également entre le digital, la création d'entreprises, le marketing, la stratégie à travers les business models. Donc on a cette approche très transversale qui est finalement dont le socle est l'innovation. Alors, c'est un positionnement quand même assez original, avec une posture entrepreneuriale qui est très marquée, avec une approche pédagogique également qui est une pédagogie active, fondée sur le projet, sur une participation très active des étudiants. On met l'accent plutôt sur les compétences que sur les connaissances. Ça, c'est très important, et en particulier les compétences transversales. Donc la pédagogie privilégie l'expérimentation, donc une approche expérientielle de la pédagogie, à travers des approches innovantes comme le design thinking ou le lean startup, les méthodes agiles par exemple, le prototypage, l'organisation de challenge aussi qui est assez marquée. On a beaucoup de synergies entre les parcours de la mention, donc je vous invite à aller voir le site internet de l'IAE avec les différentes UE et vous verrez que beaucoup d'unités d'enseignement sont mutualisées, soit sur les 4 parcours, soit 2 des parcours, soit 3 des parcours, donc on a cette sorte de plasticité entre les 4 parcours. Également, peut-être au niveau mention, avant de présenter chacun des parcours, il faut souligner également que cette mention est accompagnée dans sa dynamique par une association IAE Startup Lab qui organise un ensemble de manifestations dédiées à l'innovation comme le créathlon, comme le Startup Weekend, comme des afterworks. Donc c'est très important pour la dynamique de la mention. Je pense également qu'il faut souligner l'importance de l'alternance. On y reviendra peut-être en conclusion ou dans la présentation des parcours ou dans le cadre de questions, mais le master est organisé de telle sorte à ce que les étudiants soient en alternance. Je vais peut-être laisser la parole à Maria qui va présenter le parcours management de la transformation digitale. Ouais. Alors, le parcours management de la transformation digitale, c'est un parcours qui est vraiment focus sur l'accompagnement des organisations, que ce soit des startups, des associations, des entreprises, des grands groupes, dans leur transition numérique. Donc, ça veut dire accompagner aussi les salariés, accompagner le leadership dans une gestion du changement. C'est mettre en place des méthodes innovantes, agiles pour la mise en place des nouvelles méthodes de travail à travers les outils digitaux. C'est aussi changer la façon de faire les métiers d'aujourd'hui, donc modifier les fonctions au niveau d'une entreprise. C'est intégrer toute une équipe qui est dans des fonctions différentes, du coup, à travers le transversal qui va être l'innovation digitale. Donc, le parcours management de la transformation digitale, c'est un nouveau parcours qui va fêter aujourd'hui, on va dire, la 3e année. Donc, c'est tout nouveau justement pour répondre aux besoins des entreprises aujourd'hui qui est la transition numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser à comment se positionner dans un marché et être compétitif si on ne pense pas à les stratégies digitales. Donc, c'est un parcours comme les autres parcours qui va être vraiment focus sur l'innovation avec beaucoup plus
du digital et du coup de données, des stratégies données, de l'IA et du big data pour l'optimisation des fonctions dans une organisation. Donc, comme pour les parcours management des projets innovants, e-marketing ou création d'entreprises innovantes, on privilégie l'alternance et on privilégie aussi la double compétence de nos étudiants. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des étudiants qui vont avoir déjà une expérience peut-être dans la technologie ou dans les sciences dures ou pas, mais en dehors de la gestion, et qui vient du coup acquérir ces compétences en gestion et management à travers nos parcours. Et je laisse la parole maintenant à Sophie Caz qui va nous présenter le parcours e-marketing. Alors, bonjour à tous. Le parcours e-marketing, il a été créé en 2004. Il a rejoint la mention innovation plus récemment. Et il a pour objectif de former de futurs managers qui soient experts sur les innovations numériques au service du marketing. Alors, quand je parle au service du marketing, c'est quand même très, très large. Parce que depuis 19 ans que ce parcours existe, on a eu une énorme évolution dans les technologies, les réseaux sociaux qui sont apparus en 2010, l'IA et l'importance des data. Donc, on a su faire évoluer cette formation en intégrant toutes ces innovations numériques et en les mettant au service du marketing et notamment de la relation client. Cette formation, elle est ouverte aux étudiants qui sont issus de la double compétence. Je pense qu'on y reviendra avec mes collègues après, puisqu'il y a eu des questions déjà sur les conditions d'accès, etc. Donc, on va revenir sur ces questions-là, puisque ça ne concerne pas que le parcours e-marketing, ça concerne effectivement une grosse partie de la mention. On demande à ces étudiants, en tout cas sur le parcours e-marketing, d'avoir une vraie ouverture d'esprit, une posture aussi entrepreneuriale, pour qu'effectivement, ils puissent utiliser les technologies dans le marketing. Alors, les métiers qui sont préparés à l'issue de ce parcours sont quand même assez très variés. Ils peuvent aller effectivement de la partie visuelle, avec de l'UX design. Ils peuvent être sur du référencement, c'est-à-dire comment rendre visible une activité commerciale digitale. Ils peuvent être aussi sur la création de contenu et notamment tout ce qui est community management, avec effectivement l'utilisation des réseaux sociaux pour asseoir finalement la visibilité d'une marque. Ils peuvent être aussi sur le champ de la publicité digitale avec des campagnes de communication qui sont mises en place. Certaines campagnes peuvent être automatisées grâce aux data et on a toute la partie data, visualisation des data, mais aussi gestion de la relation client. Donc on voit que la palette finalement des métiers possibles est très très variée. On a des interactions aussi avec les MTD et d'autres parcours. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le champ des innovations, on a beaucoup besoin finalement d'avoir des compétences multiples aujourd'hui pour répondre à des exigences et à une évolution en fait des entreprises aujourd'hui. Donc tout ce qui est gestion de projet, on le retrouve, quels que soient finalement les parcours dans cette mention. Il y a un réseau d'anciens qui existe, puisque le parcours, je vous dis, date depuis 2004. Réseau d'anciens avec l'objectif véritablement est de promouvoir l'apprentissage au sein de la mention. Donc le rythme d'alternance est fait pour ça. Et je pense que ça peut être intéressant justement d'associer à la fois la formation qu'on reçoit dans le cadre d'un contrat d'alternance et à la fois finalement la formation qu'on dispense à l'IAE. Je rajouterai donc pour terminer que cette mention et ces parcours s'inscrivent donc à l'IAE de Montpellier, qui est un institut d'administration des entreprises, une école universitaire de management. Il y en a 38 en France et c'est aussi un intérêt de pouvoir poursuivre ces études dans un réseau qui existe et une marque nationale qui est forte. Voilà. Alors peut-être Véronique, si tu nous présentes ou Maria. Oui, non, on va juste terminer de présenter rapidement les deux parcours et après on répondra aux questions. On voit bien que vous avez commencé à poser des questions, donc on reviendra très vite. Donc très vite, les parcours création d'entreprises innovantes et management de projets innovants. Alors création d'entreprises innovantes, c'est le parcours historique de la mention qui a été créé il y a près de 25 ans.
On est parti du constat que beaucoup d'étudiants souhaitaient créer leur entreprise. Alors au départ, comme on est inséré au sein du campus où se situe la fac de sciences et Polytech de l'Université de Montpellier, pas loin des IUT également, nous avions une posture plutôt très orientée sciences et technologies qui s'est largement ouverte depuis, et tous les étudiants qui ont un souhait et un projet de création d'entreprises innovantes peuvent candidater à ce master. Ici, en fait, c'est surtout le projet de création d'entreprise qui va primer dans la sélection. On va revenir sur la sélection tout à l'heure. Et puis, comme pour les autres masters, on est également en alternance. Là, l'étudiant travaille souvent sur son projet de création d'entreprise, notamment en lien avec Pépite. Le MPI, le master de projet, le management de projets innovants, lui est assez proche de CEI, mais la différence, c'est qu'on est plus sur un projet que sur une création d'entreprise à proprement parler. Mais ce sont deux parcours qui sont très fortement mutualisés parce que notre conception du management de projet est très entrepreneuriale. Du coup, on a là souvent des étudiants qui ont une première compétence dans un domaine technologique. Alors, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est le profil assez type du master MPI, et viennent donc rajouter cette compétence de management de projet innovant et trouvent généralement des débouchés dans le secteur d'activité de leur première compétence où ils ont en général effectué leur alternance. On reviendra donc sur les critères de sélection. Et là, les débouchés pour MPI, ce sont à la fois les grandes entreprises, les PME ou les start-up, ou les organisations publiques également, dans le domaine du management de projet, ayant bien sûr un fort barycentre dans l'innovation. Et puis également, pour CEI, outre la création d'entreprise, on a des débouchés dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial. Et je pense que pour tous les masters également, on a des débouchés dans le domaine du consulting, spécialisé dans les différents domaines qu'on vient d'évoquer. Je crois que le mieux, c'est peut-être de passer aux questions. Donc, on a une question de Stéphane. C'est j'ai candidaté au Master MPI sur études en France et je me rends compte qu'il y a une candidature parallèle à faire. Sur quelle plateforme je peux faire cette candidature parallèle? Alors, études en France, c'est pour les étrangers, je pense, qui passent par Campus France. Du coup, en parallèle, vous pouvez candidater sur monmaster.fr. Je pense que rien ne vous empêche de le faire. En revanche, c'est vrai que pour les étudiants qui sont étrangers, il faut passer par Campus France. Voilà. Ouais. Après, si vous êtes français et que vous êtes à l'étranger, je pense que vous pouvez passer par mon master. Monmaster.fr. Écoutez, en tout cas, dans le doute, je pense qu'il vaut mieux candidater sur les deux plateformes si on est à l'étranger. Oui. Et sinon, on a aussi le service de relations internationales que vous pouvez contacter. Vous trouvez les coordonnées sur le site web. C'est Jessie Chiavassa qui s'en occupe. Donc, elle pourra vous renseigner plus si vous êtes soit à l'étranger ou que vous êtes étranger. Il y a sûrement des procédures différentes à faire. On a une deuxième question. Alors, elle est plutôt sur la licence, mais on va peut-être répondre. Donc, est-ce que si je suis passionnée et issue d'une formation BTS gestion de la PME, et ayant une passion pour l'innovation et l'entrepreneuriat, aurait la chance d'intégrer la licence management de technologie et de sciences. Alors, on a les journées portes ouvertes qui vont être présentées toutes les formations, dont la licence aussi. N'étant pas responsable de la licence, je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les conditions de recrutement, mais je pense que il faudrait voir directement avec le responsable, donc c'est Eric Stéphanie. Vous trouvez aussi les contacts sur le site web. Après, quand vous serez du coup amené à vous poser la question sur le master, sachez que création d'entreprises innovantes, c'est une formation qui, elle est ouverte aussi à des étudiants qui viennent de la gestion. Justement parce que la sélection se fait sur le projet de création. Donc, si vous avez un projet de création d'entreprise, c'est à travers ce master que vous pouvez vraiment rejoindre notre mention. Oui, peut-être, il y a beaucoup de questions sur les conditions d'accès au parcours de la mention. Donc, on peut clarifier tout ça en regroupant un certain nombre de questions.
sur le sujet. Et c'est vrai que la double compétence est l'ADN du master. Donc, double compétence signifie que la compétence initiale n'est pas en gestion et les étudiants viennent acquérir justement la compétence en gestion, généralement qui s'appuie sur du coup leur première compétence. Donc ça, c'est la posture et je dirais le critère de recrutement de l'ensemble de la mention, à l'exception, comme vient de le dire Maria, du parcours création d'entreprise innovante pour lequel c'est le projet de création d'entreprise qui va être majeur dans la sélection. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des parcours sont mutualisés dans une large mesure. Vous pouvez aller voir ça donc je me le disais tout à l'heure, sur le site internet de l'IAE. Il y a les UE précisément. Vous voyez quel est comment s'organise cette mutualisation. Donc vous verrez qu'en M1, il n'y a pas une très grande différence entre les 4 parcours. Les spécialisations viennent du coup après, en 12e semestre et à partir surtout de la 12e année. Voilà. C'est ça. On a une autre question. Donc, voilà. Quels sont les effectifs par classe? Peut-être, Sophie, tu peux répondre. Alors, on a des capacités d'accueil qu'on définit au départ. Et ces capacités d'accueil sont en général, alors, pour ma part, de 15 personnes sur le M1 e-marketing. Alors, je pense alors, sur la mention en totalité, on est sur 60 voilà, de capacités d'accueil. Il y en a 15 en e-marketing. Alors, en fait, on est obligé de les communiquer par parcours. Mais il faut quand même savoir qu'il y a une certaine possibilité en fonction des recrutements chaque année et de l'état des candidatures chaque année. Il y a des vases communicants quand même. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est 60 sur la mention, avec une répartition a priori qui est de 15 en e-marketing, qui est également de 15 en MTD, 20 pour le MPI et 10 pour le CEI. Mais encore une fois, il y a des vases communicants. Nous, on s'aperçoit qu'on sélectionne, on recrute aussi des étudiants qui, le jour de la rentrée, ne viennent pas alors qu'ils nous ont coché la case « je viens sur mon master ». Donc, on a évidemment une liste d'attente qui, elle, peut faire changer les équilibres. Donc, il ne faut pas trop s'arrêter non plus à ce détail. Ouais. Alors, et après, il y a aussi la répartition des cours. Donc, on est dans une pédagogie active. Donc, on va avoir des cours, pour la plupart, en plus petits groupes. C'est-à-dire qu'on va peut-être répartir le total de la mention en groupes des 30. Donc, pour la plupart, quand c'est du cours magistraux. Et après, on aura des cours comment on appelle TD, avec les différents parcours selon l'UE. Mais du coup, comme on est dans une pédagogie active, on aura souvent des groupes plus petits pour le travail. Alors, il y a une question qui est un peu dans le même sens sur est-ce que les personnes en dernière année de but technique de commercialisation, TC, peuvent aussi postuler à votre master. Alors, je ne sais pas de quel master en fait il s'agit, enfin de quel parcours. En tout cas, si c'est pour le parcours e-marketing, non, puisque on l'a dit, l'orientation en fait de la mention, elle est en grosse partie axée sur la double compétence, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas fait de gestion ou en tout cas pas uniquement de gestion dans leur parcours. Donc, dans le master e-marketing, j'ai des étudiants qui viennent par exemple de STAPS. Certaines peuvent venir de droit, d'économie, d'autres peuvent venir de buts, tous les buts secondaires, c'est-à-dire chimie, mesures physiques, informatique, etc. Donc, effectivement, c'est une formation qui est plus dédiée à cette double compétence. En revanche, le seul parcours, effectivement, où c'est le projet qui va primer et pas forcément le cursus au départ, c'est le parcours création d'entreprise innovante. Et pour les MPI et les MTD, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Après, ça dépend aussi si vous avez peut-être fait déjà une année dans une autre matière, dans une autre composante plus technique, scientifique ou en dehors du management. Donc, quand on entend par double compétence que vous avez fait au moins une année en dehors de la gestion. Alors, on a également des questions sur les modalités d'accès par rapport à des tests, messages, SIM, etc., tous les tests qu'on peut imaginer. Nous n'avons aucun prérequis en termes de tests. Nous ne les requérons pas.
Donc, inutile de faire des tests, hein, ça n'envoie pour nous aucun signal. Le signal que l'on aime recevoir, c'est quand même celui du projet. Hein. Vous verrez dans le dossier monmaster.fr ou .gouv, je ne sais plus, point quelque chose, que c'est vraiment, on vous demande quand même une description du projet et une implication dans ce projet assez soutenue. On a une autre question. Je suis salariée, je souhaite reprendre mes études en formation continue avec mon entreprise. Quelles sont les conditions d'admission? Avez-vous un quota d'élèves en reprise d'études? Non. Alors non, et surtout que c'est une autre type de candidature. Donc on a le service justement qui s'occupe de la formation continue. Donc il faut faire un dossier. C'est le pôle carrière à l'IAE Montpellier. Donc on a Maud Serra et Eva. Oui, Maud Serra qui s'occupe de la formation continue et qui pourront vous renseigner sur quelles sont les procédures, parce que du coup vous passez sur une procédure un peu différente que celle d'un étudiant en formation initiale. Mais on n'a pas des quotas, on a souvent des étudiants qui suivent nos formations et du coup qui reprennent les études et ça se passe très très bien. Voilà. Alors, une autre question. Je voudrais juste rajouter que selon l'expérience professionnelle, la reprise d'études dont vous parlez peut se faire directement avec un accès en M2. Hein, parce qu'on ne va pas forcément requérir 2 années de M1 et de M2 pour des reprises d'études si vous avez déjà un bagage en gestion. Donc, il est important de contacter le service formation continue, le pôle carrière de l'UM, de l'IAE, qui nous transmet de toute façon la demande, le CV et votre dossier. Et à ce moment-là, c'est nous qui vous orientons plutôt sur le M1 ou plutôt directement sur le M2, les deux solutions étant parfaitement praticables de notre point de vue. D'accord. Bonjour, a-t-il des masters en ligne et non en présentiel? Merci d'avance. Alors, pas dans notre mention, donc c'est un master en présentiel, c'est des masters en présentiel. Ça arrive qu'on a des cours en hybride ou parfois en distanciel, mais c'est vraiment en présentiel. Donc après, à l'IAE, il y a d'autres masters qui sont possibles et que je pense qu'il y a des masters en ligne peut-être. Mais en tout cas, pas pour la mention innovation. Je ne comprends pas pourquoi un élève de STAPS peut être prioritaire par rapport à quelqu'un dans le domaine. Alors, je vais répondre parce que c'est moi qui évoquais STAPS tout à l'heure. Alors, je n'ai pas de préférence pour les étudiants et les parcours, mais le choix en fait de l'IAE de Montpellier a été un choix avec un positionnement double compétence. Depuis près de 60 ans, on est inséré au sein de la fac de sciences de Montpellier, on est sur le campus Triolet et l'IAE a eu pour vocation en fait de former à la double compétence. Ce n'est pas le cas de tous les autres IAE en France. Donc effectivement, je peux concevoir que ça peut être frustrant pour des étudiants qui ont fait technique de commercialisation, ou en tout cas des parcours tertiaires, de ne pas pouvoir rentrer à l'IAE. Sachez qu'il y a une autre composante à l'université qui s'appelle Montpellier Management et qu'il y a d'autres IAE qui proposent aussi du marketing digital. J'ai beaucoup de collègues à Nice, à Toulouse, enfin pour citer Aix, les plus proches, qui proposent ces formations. Donc effectivement, c'est un choix qui est un choix plus lié au positionnement de l'IAE au départ, mais pas du tout, on n'a rien contre les étudiants, bien au contraire. J'ai enseigné pendant quelques années à l'IUTTC avec un grand plaisir, mais voilà, c'est un choix qu'on doit avoir en cohérence avec le positionnement qu'a l'IAE aujourd'hui. C'est un choix de positionnement et c'est aussi le fait que le focus il est fait sur l'innovation. Donc souvent c'est vraiment ce qui va alimenter cette innovation, c'est le parcours d'origine des étudiants. Donc il y a cette partie-là, donc cette background que les étudiants ont d'un domaine différent et aussi la transdisciplinarité au sein de la mention, donc par des étudiants qui viennent des parcours très différents, qui va du coup alimenter cette capacité d'innovation. Alors c'est pas pour dire qu'on ne peut pas innover si on vient des gestions, mais c'est juste que notre positionnement, c'est vraiment pour apporter ces compétences en management et en management de l'innovation à ces types de profils.
Alors, il y avait des questions aussi qui avaient été posées antérieurement à cette session, dans les stories. Donc, il y avait des questions notamment sur les modalités, par exemple, d'apprentissage, le rythme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, on est... un stage à la fin. Donc on a aussi des étudiants qui peuvent décider, par exemple s'ils sont étrangers ou voilà, pour d'autres raisons, de faire un stage à la fin plutôt qu'avoir un contrat d'apprentissage. Eux, ils vont suivre le même rythme, donc il n'y a pas un rythme différent pour ceux qui sont en stage et ceux qui sont en alternance. Donc on est sur 15 jours, et après, à partir d'avril, on est sur temps plein en entreprise jusqu'à le 31 août. Voilà, donc il s'agit aussi de la possibilité de faire un stage, même si on privilégie l'alternance. Pour le M1, ça va être un stage de 4 mois, avec la possibilité de commencer pendant les périodes d'alternance. Peut-être également, si vous voulez vraiment des précisions complètes, le calendrier avec l'alternance est sur le site internet de l'IAE, c'est l'onglet formation, où vous avez donc le calendrier des formations pour les différentes formations de l'IAE. Donc vous pourrez consulter le calendrier détaillé. Au-delà du rythme d'alternance, peut-être il y avait sur cette question l'accompagnement dans la recherche de contrats et puis quel type d'entreprise pour l'alternance. Alors à l'IAE, on a un pôle carrière dont l'objectif est d'accompagner les étudiants dans la recherche de leur contrat d'alternance et de leur stage, qui gère aussi la partie insertion professionnelle. Donc ce pôle carrière, en fait, me propose des formations. On a effectivement comme CFA, le CFA Anne Supélère, qui est le CFA de l'Université de Montpellier. Donc tout est mis en œuvre pour que effectivement on puisse aider au maximum les étudiants à trouver un contrat. Donc l'étudiant peut très bien pouvoir candidater sur une offre qui est proposée par le biais de l'intermédiaire de l'IAE, mais aussi faire des candidatures spontanées. Le type d'entreprise est varié. On n'a pas que des entreprises en fait de la région. Ça peut être effectivement sur le territoire. Et le fait d'avoir mis un rythme 15 jours permet aussi aux étudiants de pouvoir faire leur alternance, souvent dans leur région d'origine, à Tours, à Paris, etc., à Lille, à Marseille, et de revenir ici en formation. Les entreprises peuvent être multiples en termes de taille. Ça peut aller de la start-up à des grands groupes. Tout dépend après les projets professionnels de chacun. Certains sont sur des contrats normalement sur 2 ans. Quand on signe un contrat en M1, on le signe pour 2 ans. Mais on s'aperçoit que dans la plupart des cas, on peut avoir un contrat en M1 dans une entreprise, un autre contrat en M2. Ou avoir un stage en ou un stage en M1 qui débouche en fait sur un contrat en M2. Donc voilà. Et puis il y avait des questions aussi sur les stages à l'étranger. Oui, il y a une question peut-être pour rebondir. Oui. Je voulais savoir quel type d'alternance les élèves en e-marketing ont trouvé et quel type de mission pourrait être demandé pour les futurs diplômés. Alors, c'est très dépendant en fait de l'entreprise. Si je prends les étudiants qui sont à l'heure actuelle en alternance cette année, notamment sur le Master 2, il y en a qui vont travailler vraiment sur des projets digitaux, par exemple avec SNCF TER Occitanie, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Et là, effectivement, on est sur des applications et comment communiquer et embarquer tous les clients du TER Occitanie sur l'utilisation et l'usage de ces applications qui permettent une nouvelle tarification en fait du train. Donc on est vraiment sur plutôt de la gestion de projets digitaux. D'autres vont travailler par exemple dans des agences. Alors depuis 19 ans, on travaille avec l'agence JV Web. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans cette agence maintenant en tant que salariés. Et là, ils travaillent donc pour un certain nombre d'annonceurs pour des campagnes sur du référencement naturel, payant, etc.
Et puis après, il y en a qui vont travailler carrément dans des startups ou sur une activité qui est vraiment sur des communications. L'intérêt aussi d'avoir des étudiants en double compétence, c'est qu'ils peuvent aussi associer leurs premières compétences clés et travailler par exemple pour un laboratoire pharmaceutique et travailler sur de la création de contenu pour ce laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est difficile de répondre parce que c'est pas des entreprises, ça peut être des entreprises multiples en fonction du parcours de l'étudiant, en fonction de ce qu'il a envie de faire aussi. Certains travaillent sur l'UX design, d'autres vont travailler sur la data. J'ai souvenir par exemple d'un contrat d'alternance chez Bausch & Lomb dont l'objectif était vraiment de travailler sur les dashboards et la remontée d'informations en data pour la prise de décision. Donc entre celui qui travaille sur une campagne SIA sur Google Ads et celui qui travaille sur la data, effectivement, c'est des missions qui sont très très variées. Alors peut-être juste pour compléter, c'est vrai pour tous les parcours, ce qui vient d'être dit, avec des exemples concrets qui sont un peu différents au vu des parcours, mais le recrutement est tellement diversifié que les missions d'alternance le sont aussi. Et il y a vraiment de très larges possibilités qui sont offertes parce que nous diffusons en interne à l'IAE et puis ce que peut sourcer l'étudiant aussi directement. Mais il y a un accompagnement qui est très important à l'IAE avec un pôle carrière qui comprend 3 personnes dédiées à ce suivi de l'alternance et des stages et de la formation continue. Et c'est aussi le fait qu'on est dans l'innovation, donc c'est-à-dire des métiers qui évoluent. Chaque année, on a des nouvelles missions et des nouveaux titres de poste, ou fiches de poste qui apparaissent, que ce soit dans le digital, dans le marketing, dans les projets et la création d'entreprises. Donc finalement, c'est quand même une palette très large pour les 4 parcours. Et c'est pour ça qu'on fait aussi un travail de validation de ces missions avec l'étudiant. Et on pourra le faire aussi lors de la candidature. Si vous avez déjà des pistes, des contrats d'alternance, on pourra justement réfléchir à voir si c'est des missions qui peuvent correspondre au parcours. Peut-être pour juste compléter sur le fait que l'apprentissage, le contrat d'alternance, il est effectivement individuel. Mais après, tous les étudiants de la mention travaillent aussi avec d'autres partenaires. Donc, je pense aux incubateurs, je pense au cluster numérique Digital 113, je pense à l'agence ADOC, agence de développement économique de la région. Donc, en fait, on est aussi inséré par une longue existence de l'IAE à Montpellier et à l'université, avec des partenaires qui rendent finalement ces parcours et les parcours très professionnalisants. Donc, on peut avoir des projets qui sont faits aussi en partenariat avec des acteurs du numérique et qui accompagnent les étudiants. On a aussi, alors on n'en a pas parlé, mais il y avait des questions, notamment dans les stories, sur les conditions de travail et le type de pédagogie. Peut-être qu'on peut expliquer un petit peu des exemples qu'on a fait sur des hackathons, justement, qui donnent en fait une nouvelle façon de travailler et qui enrichissent justement les contrats d'alternance ou les stages et les expériences professionnelles individuelles. Voilà. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut revenir aussi sur une question qui concerne l'année de césure. Alors, bien sûr qu'il y a la possibilité de partir à l'étranger en année de césure entre le M1 et le M2. Cependant, pour les alternants, il ne faut pas perdre de vue que le contrat d'alternance est signé sur la durée de la formation et le master est une formation de 2 années. Donc, pour les alternants, il faut être conscient dès le départ que ça implique soit de ne pas être alternant en M1, soit de rompre le contrat d'alternance à la fin du M1. C'est un peu antinomique en fait, l'alternance et l'international, c'est un peu difficile à concilier malgré tout. Et il n'y a pas de contrat d'alternance à l'étranger. Ce n'est pas pratiqué par le CFA, donc nous avons cette contrainte qui est réglementaire, je pense, à l'origine, donc c'est pas nous qui maîtrisons ça. Donc bon, ça reste possible, mais notre master est quand même plus designé pour l'alternance
que pour l'année de césure, ça c'est quand même assez clair. Vous avez à l'IAE, c'est peut-être ce que tu veux dire, d'autres formations qui sont plus orientées sur l'international. Il y a d'autres formations qui sont plus orientées à l'international et qui peuvent du coup vous accompagner plus sur cette partie. Après, il arrive, c'est rare, mais il arrive qu'on ait aussi des étudiants qui font un stage à l'international, donc en M1, mais après en M2, reviennent et font leur contrat d'apprentissage. Donc on peut aussi envisager d'avoir un learning agreement, par exemple, pendant un semestre, plutôt en M1. Mais voilà, c'est quand même le focus, il est plutôt sur l'alternance parce que c'est professionnalisant et parce que c'est en quelque sorte une entrée déjà au marché du travail. Mais ça reste possible. Après, il y a d'autres formations à l'IAE qui sont beaucoup plus appropriées à ce type de trajectoire, on va dire. Alors, oui, on a une autre question. Je peux, sur ce sujet, quand même, je peux quand même donner une statistique. Hein. C'est intéressant que vous la connaissiez. Chaque année, nous faisons une enquête à 6 mois sur le devenir de nos diplômés. Et il faut quand même savoir que la dernière enquête qui vient de sortir montre que 70% de nos diplômés de la mention qui ont été alternants ont une offre d'emploi à l'issue de leur alternance. Donc c'est aussi pour ça. Alors non seulement c'est professionnalisant, mais en plus ça conduit quand même à une forte insertion professionnelle de nos diplômés à l'issue du master. Hein. Je parle de l'alternance, donc qui est un point fortement positif dans le devenir des étudiants. Ouais. Alors, question, bonjour, avez-vous déjà eu des cas de recrutement des sportifs de haut niveau? Ah oui. Oui. Et du coup, oui, on fait les aménagements nécessaires pour que ça soit possible pour l'étudiant et pour les enseignants aussi. Donc, c'est tout à fait possible et compatible avec les formations. Donc, on avait encore des questions sur les conditions de recrutement. Donc, on en a parlé un peu, on a parlé de la double compétence. Alors, on n'a peut-être pas parlé du dossier, du coup, sur le projet professionnel. Donc, ce qui est important vraiment pour nous, c'est de comprendre quel est votre projet professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous demande dans la candidature on va dire une réflexion assez poussée sur ce projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi cette formation va vous accompagner dans cette trajectoire? Comment vous allez vous prendre dans la formation et quels sont en fait vos objectifs en court terme, parce qu'on parle quand même de 2 à 3 ans après le diplôme, donc c'est pas non plus de revoir toute sa vie, mais c'est important du coup de vraiment travailler ce projet professionnel. C'est ça qui va être, on va dire, qui va déclencher un peu soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ce qu'on va nous permettre de savoir si vous êtes fait pour cette formation, mais aussi si la formation va vous correspondre. Je laisse peut-être... Alors, peut-être sur les étapes, là, vous avez une procédure de candidature au niveau national qui a débuté le 26 février et qui s'étale jusqu'au 24 mars. Donc, on vous invite à regarder comment candidater sur mon master sur le site internet de l'IAE. À l'issue de cette candidature, nous, on examine les dossiers écrits. Donc, Maria vient de parler de cette note explicative de vos projets. Moi, alors, certains sont un peu... savent pas trop comment rédiger cette lettre de motivation. Peut-être penser à ce que vous faites, hein, même dans le cadre d'associations, dans le cadre personnel. Toutes vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, peuvent accompagner et motiver un projet. Et c'est effectivement l'occasion pour nous, au travers du dossier écrit, parce que sur des notes, quand vous venez de mesures physiques, chimie, etc., on a du mal à évaluer en fonction de vos notes finalement votre appétence, par exemple, dans le domaine du digital ou de l'innovation. Donc vos motivations, elles sont là. C'est pas fait pour vous embêter de faire un dossier avec une grosse lettre de motivation. C'est tout simplement pour être sûr que la formation corresponde véritablement à votre projet. Donc, il y a cette première phase donc, de dossier écrit. À l'issue des dossiers écrits, on vous convoque pour un entretien oral qui se fait
avec un des responsables donc, du parcours si vous choisissez un seul parcours. Si vous avez effectivement plusieurs choix qui ont été réalisés, à ce moment-là, souvent, on fait les entretiens ensemble pour qu'on voit finalement quel est le parcours qui vous correspond le mieux. Voilà. On va peut-être aussi parler de la pédagogie. Donc, Sophie avait évoqué qu'il y avait des questions là-dessus. Donc, on est sur une pédagogie active. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur des cas pratiques, sur des projets fil rouge. On compte beaucoup sur la participation des étudiants. Donc, on est presque plus dans des cours de magistraux, mais on est plutôt dans des cours des créations. Pour presque toutes les matières. On est dans une approche d'apprentissage par les pairs aussi, apprentissage par le projet. Et du coup, il y aura beaucoup de demandes en termes d'autonomie, en termes de travail en équipe, vraiment d'avoir cet esprit d'ouverture et des professionnalismes qui va être demandé dans toutes les matières, avec cette notion aussi de transversalité. Donc la capacité à utiliser des connaissances ou compétences qui ont été acquises dans une matière et les appliquer dans une autre. Donc on travaille beaucoup en synergie avec plein d'outils d'innovation, notamment on travaille sur le format hackathon pour beaucoup de matières. On va utiliser des innovations pédagogiques, notamment en approche et méthode d'enseignement, mais aussi des outils qu'on utilise au sein de notre formation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. On a aussi des intervenants extérieurs parce qu'on capitalise beaucoup aussi sur les personnes qui sont dans le métier et qui peuvent nous apporter et vous apporter du coup des expériences concrètes et des exercices concrets en fait de leurs fonctions à travers leur cas pratique. Donc on a un mélange en fait entre un peu une réflexion théorique pour comprendre en fait comment réfléchir, mais aussi la pratique à travers les pédagogies innovantes, mais aussi à travers l'intervention des experts et d'intervenants extérieurs qui sont professionnels dans leurs différents domaines d'expertise. Alors peut-être juste parce que forcément peut-être tout le monde n'a pas pu se connecter ce matin à 10h sur ce live, vous dire qu'on propose donc une journée porte ouverte dans le cadre de l'université donc ce samedi. Donc il y aura des conférences, on vous invite à regarder le programme. Avec Maria, on aura la possibilité d'animer un atelier à 13h30 justement pour aller un peu plus en détail sur le type de pédagogie qu'on mène dans le cadre de cette mention. Mais vous aurez aussi des sessions le matin avec Véronique et l'après-midi avec nous pour poser des questions sur si vous ne pouvez pas vous rendre sur Montpellier samedi et voilà donc et poser d'autres questions. Et puis je pense que ce live aussi sera retransmis sur la chaîne YouTube de l'IAE de façon à ce que les étudiants puissent avoir accès à tout ce qu'on vient de dire. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et je rajoute, donc on a aussi enregistré un podcast sur la mention qui sera disponible bientôt en ligne donc sur le site de l'IAE dans l'onglet de la mention innovation, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'IAE. Donc ça va être bientôt disponible et du coup il y aura les informations nécessaires pour pouvoir faire votre choix sur la plateforme Mon Master. Et des témoignages d'étudiants actuels qui suivent la formation pour faire part de leur parcours, de leur contrat d'alternance en cours, etc. et témoigner finalement sur les différents aspects qu'on vient de voir. Pour peut-être finir, on va parler des associations. On a du coup 3 associations qui sont au cœur de la mention de l'IAE, mais aussi de la mention qui sont très présentes parce que les étudiants, on va dire, historiquement,
les étudiants de la mention innovation sont très présents et très actifs dans ces associations. Je vais peut-être te laisser la parole. Oui, d'accord. Donc, le fameux BDE, Bureau des étudiants, qui organise plein d'activités festives, mais pas que. Donc, on retrouve un peu dans toutes les institutions d'enseignement et qui est très actif à l'IAE également. Plus connecté directement à la mention, nous avons l'association IAE Startup Lab que je vous invite à découvrir via son site internet et ses pages diverses sur les réseaux sociaux. Et puis qui organise notamment des after-work, qui organise le créathlon, qui est un hackathon, qui organise plein de choses pour accompagner les étudiants dans leur démarche, alors pas qu'entrepreneuriale d'ailleurs, mais dans leur démarche de projet en général. Et puis la dernière association qui est très active à l'IAE, c'est l'association des anciens, Alumni IAE, où effectivement les anciens de la mention sont très actifs et notamment, par exemple, pour vous donner un exemple concret, qui a organisé un TEDx, le TEDx Vivement Demain, qui a eu lieu récemment, il y a quelques mois à Montpellier. C'est le deuxième TEDx organisé par l'IAE et porté par les alumni de l'IAE. Voilà pour les 3 associations qui sont quand même très présentes au niveau de notre mention. Donc je pense que c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc le live c'est retransmis sur la chaîne YouTube de l'IAE Montpellier. Il sera aussi disponible sur les highlights de Instagram de l'IAE Montpellier. Et nous avons aussi un compte de la mention, du coup qu'on veut faire vivre à travers nos étudiants. On vous donnera le profil et les identifiants dans les commentaires. Merci à tous d'être présents et à bientôt peut-être. Oui, à bientôt en ligne ou en physique. Merci. Au revoir.